J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien. Je ne viens pas me plaindre. Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire, d'autres se faire épouser, dès qu'ils sentent le sexe et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école. Formidable qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait de jeunes, très belles, d'autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent. C'est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celles-là. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas, pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très bien moi-même. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfants. Je suis toujours trop quelque chose. Je parle trop. Trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute. Toujours trop virile, me dit-on. Tout ce que j'aime dans ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. Je m'en tape de mettre la gaule à des mecs qui ne me font pas rêver. Je suis contente de moi comme ça, plus désirante que désirable. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir, restant indéfiniment jeune, maman épanouie, mais pas accaparée par les couches, bonne maîtresse de maison, mais pas boniche. Cette femme blanche, heureuse, qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose. De toute façon, je ne l'ai jamais croisée nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Je suis née en 69. J'ai été à l'école mixte. J'ai su dès le cours préparatoire que l'intelligence scolaire des garçons était la même que celle des filles. J'ai porté des jupes courtes sans que jamais personne dans ma famille se soit jamais inquiété de ma réputation auprès des voisins. J'ai pris la pilule à 14 ans. Sans que ce soit compliqué. J'ai baisé dès que j'en ai eu l'occasion. Ça m'a super plu à l'époque. J'ai quitté la maison à 17 ans et j'avais le droit de vivre seule sans que personne trouve à y redire. J'ai toujours su que je travaillerais. Que je serais pas obligée de supporter la compagnie d'un homme pour qu'il me paye mon loyer. J'ai ouvert un compte en banque à mon nom, sans avoir conscience d'appartenir à la première génération de femmes à pouvoir le faire sans père, ni mari. Je me suis masturbée assez tard, mais je connaissais déjà le mot. J'ai couché avec des centaines de mecs sans jamais tomber enceinte. De toute façon, je savais où avorter, sans l'autorisation de personne, sans risquer ma peau. Je suis devenue pute. Je me suis promenée en ville en talons hauts et décolleté profond, sans rendre de compte. J'ai encaissé et dépensé chaque centime de ce que j'ai gagné. J'ai fait du stop. J'ai été violée. J'ai refait du stop. Pendant des années, j'ai été à des milliers de kilomètres du féminisme. Non pas par manque de conscience ou de solidarité, mais parce que pendant longtemps, être de mon sexe ne m'a effectivement pas empêché de grand-chose. Puisque j'avais envie d'une vie d'homme. J'ai eu une vie d'homme. C'est que la révolution féministe a bien eu lieu. Depuis quelque temps, en France, on n'arrête plus de se faire engueuler rapport aux années 70. Et qu'on a fait fausse route. Et qu'est-ce qu'on a foutu avec la révolution sexuelle? Et qu'on se prend pour des hommes ou quoi? Et qu'avec nos conneries, on se demande où est passée la bonne vieille virilité, celle de papa et du grand-père. Ces hommes qui savaient mourir à la guerre
et conduire un foyer avec une saine autorité et la loi derrière lui. On se fait engueuler. C'est pas concevable ce qu'on se fait engueuler, ramener à l'ordre et contrôler. Ici, on joue trop les victimes. Ailleurs, on baisse pas comme il faut. Trop comme des chiennes ou trop amoureuses attendries. On n'a vraiment rien compris. Trop porno ou pas assez sensuel. Décidément, cette révolution sexuelle, c'était de la confiture aux connes. Quoi qu'on fasse, il y a quelqu'un pour prendre la peine de dire que c'est naze. Quasiment, c'était mieux avant. Ah bon? Juillet 86. J'ai 17 ans. On est 2 filles en mini-jupe. Je porte des collants rayés et des converses basses rouges. On revient de Londres. Plus une thune pour le voyage retour, on fait du stop et la Manche pour prendre le ferry. Quand on arrive à Calais, la nuit est déjà bien tombée. 2 Italiens plutôt beaux nous conduisent jusqu'aux portes de Paris. On se retrouve en pleine nuit à une station essence, quelque part sur le périphérique. On décide d'attendre que le jour se lève pour trouver un camion qui irait direct sur Nancy. On traîne sur le parking. Dans le magasin, il fait pas tellement froid. Voiture de 3 Lascars. Blanc. Typique banlieusard de l'époque, bière, pétard. Il est question de Renaud, le chanteur. Comme ils sont 3, dans un premier temps, on refuse de monter avec eux. Ils se donnent la peine d'être vraiment sympas, faire des blagues et discuter. Ils nous convainquent que c'est trop bête d'attendre à l'ouest de Paris alors qu'ils pourraient nous dropper à l'est, où ce sera plus facile de trouver quelqu'un. Et on monte dans la voiture. Au moment où les portières claquent, on sait déjà que c'est une connerie. Mais au lieu de hurler, on descend les quelques mètres où il est encore temps. On se dit chacune dans notre coin qu'il faut arrêter de paranoïer et de voir des violeurs partout. Ça fait plus d'1 heure qu'on parle avec eux. Ils ont juste l'air de branleurs, amusants. Vraiment pas agressif. Cette proximité depuis, parmi les choses indélébiles. Corps d'homme dans un lieu clos où l'on est enfermé avec eux, mais pas semblable à eux. Jamais semblable avec nos corps de femmes. Jamais en sécurité. Jamais les mêmes qu'eux. Pendant que ça se passe, ils font semblant de ne pas savoir exactement ce qui se passe. Parce qu'on est en mini-jupe, une cheveux verts, une cheveux orange. Forcément, on baisse comme des lapins, donc le viol en train de se commettre n'en est pas tout à fait un. J'imagine que depuis, aucun de ces 3 types ne s'identifie comme violeur. Car ce qu'ils ont fait, eux, c'est autre chose. À 3, avec un fusil, contre 2 filles qu'ils ont cognées jusqu'à les faire saigner. Pas du viol. La preuve, si on avait tenu à pas se faire violer, on aurait préféré mourir ou on aurait réussi à les tuer? Celles à qui ça arrive, tant qu'elles s'en sortent vivantes, c'est que ça ne leur déplaisait pas tant que ça. C'est dans notre culture. Dès la Bible et l'histoire de Joseph en Égypte, la parole de la femme qui accuse l'homme de viol est d'abord une parole qu'on met en doute. Ils ont un peu forcé une fille. Ils ont un peu déconné. Elle était trop bourrée. Ou bien c'était une nymphomane qui faisait semblant de ne pas vouloir. Qu'il y ait besoin de la frapper, de la menacer, de s'y prendre à plusieurs pour la contraindre, et qu'elle chiale avant, pendant et après n'y change rien.
Dans la plupart des cas, le violeur s'arrange avec sa conscience. Il n'y a pas eu de viol. Juste une salope qui ne s'assume pas. À moins que ce soit difficile aussi à porter de l'autre côté. On n'en sait rien. Il n'en parle pas. Il y a vraiment que les psychopathes graves. Violeurs en série qui découpent les chattes à coups de tesson de bouteille, ou pédophiles s'attaquant aux petites filles, qu'on identifie en prison. Car les hommes condamnent le viol. Ce qu'ils pratiquent, c'est toujours autre chose. 3 ans plus tard, sur les pentes de la Croix-Rousse, une fille que j'aime beaucoup se fait violer chez elle, sur la table de la cuisine, par un type qui l'a suivi depuis la rue. Ça m'a plus révolté que quand ça nous est arrivé directement. J'ai compris à travers son histoire à elle que c'était quelque chose qu'on attrapait et dont on ne se défaisait plus. Inoculé. Jusque-là, je m'étais dit que j'avais bien encaissé, que j'avais la peau dure et autre chose à foutre dans la vie que de laisser 3 ploucs me traumatiser. Ce n'est qu'en observant à quel point j'assimilais son viol à un événement après lequel rien ne serait plus comme avant que j'ai accepté d'entendre par ricochet ce que je ressentais pour nous-mêmes. J'avais 20 ans quand ça lui est arrivé. Je tenais pas à ce qu'on me parle féminisme. Pas assez punk rock. Trop bon esprit. Après son agression, je me suis ravisée. Et j'ai participé à un week-end de formation d'écoute de Stop Viol. Ça avait à peine commencé que déjà je râlais dans mon coin. Pourquoi est-ce qu'on conseillerait à qui que ce soit d'aller porter plainte? Aller chez les keufs, à part pour faire marcher une assurance, j'avais du mal à voir l'intérêt. Se déclarer victime d'un viol dans un commissariat, je pensais instinctivement que c'était se remettre en danger. La loi des flics, c'est celle des hommes. La plupart du temps, une femme qui parle de son viol commencera par l'appeler autrement. N'importe quoi. Et pourquoi est-ce qu'elle dirait pas le mot? Et qu'est-ce qu'elle en sait? Elle croit qu'on se ressemble toutes, peut-être? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, jusque-là? Les rares fois, la plupart du temps bien bourré, les rares fois où j'ai voulu en parler, est-ce que j'ai dit le mot? Jamais. Les rares fois où j'ai cherché à raconter ce truc, j'ai contourné le mot viol. Agresser. Embrouiller. Se faire serrer. Une galère. C'est que tant qu'elle ne porte pas son nom, l'agression perd sa spécificité, peut se confondre avec d'autres agressions, comme se faire braquer, embarquer par les flics, garder à vue, tabasser. Mais du moment qu'on appelle son viol un viol, c'est tout l'appareil de surveillance des femmes qui se met en branle. Tu veux que ça sache ce qui t'est arrivé? Tu veux que tout le monde te voie comme une fille à qui c'est arrivé? Une femme qui tiendrait à sa dignité aurait préféré se faire tuer. Notre survie est une preuve qui parle contre nous. Le fait d'être plus terrorisé à l'idée de me faire tuer que traumatisé par les coups de rein de 3 connards apparaissait comme une chose monstrueuse. Car il faut être traumatisé d'un viol. Il y a une série de marques visibles qu'il faut respecter. Peur des hommes, de la nuit, de l'autonomie, dégoût du sexe. Les premières années après le viol, surprise pénible, les livres ne pourront rien pour moi. Prison, maladie, maltraitance, drogue, abandon, déportation. Tous les traumas ont leur littérature. Mais aucune femme, après être passée par le viol, n'avait eu recours aux mots pour en faire un sujet de roman. Rien. Ni qui guide, ni qui accompagne. C'est extraordinaire qu'entre femmes, on ne dise rien aux jeunes filles. Pas le moindre passage de savoir, de consignes de survie, de conseils pratiques simples, rien. Enfin, en 1990, je lis un article d'une certaine Camille Paglia, sans doute la plus controversée des féministes américaines. C'est un risque inévitable.
C'est un risque que les femmes doivent prendre en compte et accepter de courir si elles veulent sortir de chez elles et circuler librement. Si ça t'arrive, remets-toi debout. Dust yourself. Dust yourself. Et passe à autre chose. Et si ça te fait trop peur, faut rester chez maman et t'occuper de faire ta manucure. Ça m'a révoltée. Sur le coup, haut le cœur de défense. Dans les minutes qui ont suivi, de ce truc de grand calme intérieur. Sonné. Depuis, plus rien n'a jamais été verrouillé, cloisonné comme avant. Penser pour la première fois le viol de façon nouvelle. Le sujet jusqu'alors était resté tabou, tellement miné qu'on ne se permettait pas d'en dire autre chose que « quelle horreur ». Pauvre fille. Pour la première fois, quelqu'un valorisait la faculté de s'en remettre, plutôt que de s'étendre complaisamment sur le florilège des traumas. Dévalorisation du viol, de sa portée, de sa résonance. Ça n'annulait rien de ce qui s'était passé. Ça n'effaçait rien de ce qu'on avait appris cette nuit-là. Camille Paglia proposait de penser le viol comme un risque à prendre inhérent à notre condition de fille. Une liberté inouïe de dédramatisation. Oui. On avait été dehors, un espace qui n'est pas fait pour nous. Oui, on avait vécu au lieu de mourir. Oui, on était en mini-jupe, seuls sans un mec avec nous, la nuit. Oui, on avait été connes et faibles, incapables de leur péter la gueule, et faibles comme les filles apprennent à l'être quand on les agresse. Ouais, ça nous était arrivé. Mais pour la première fois, on comprenait ce qu'on avait fait. On était sortis dans la rue parce que chez papa-maman, il ne se passait pas grand-chose. On avait pris le risque, on avait payé le prix, mais plutôt qu'avoir honte d'être vivante, on pouvait décider de se relever et de s'en remettre le mieux possible. Paglia nous permettait de nous imaginer, non plus responsables de ce qu'on avait bien cherché, mais victimes ordinaires de ce qu'il faut s'attendre à endurer si on est une femme et qu'on veut s'aventurer à l'extérieur. Paglia était la première à sortir le viol du cauchemar absolu, du non-dit, de ce qui ne doit surtout jamais arriver. Elle en faisait une circonstance politique, quelque chose qu'on devait apprendre à encaisser. Il ne s'agissait plus de nier ou de succomber, il s'agissait de faire avec. Oui, j'ai refait du stop. Moins pimpante, moins avenante, mais j'ai recommencé. Rien ne pouvait être pire que de rester dans ma chambre loin de la vie, alors qu'il se passait tant de choses dehors. Et si je n'ai plus jamais été violée, j'ai risqué de l'être, 100 fois de suite, juste en étant beaucoup à l'extérieur. Ah, parce qu'ensuite tu as continué à faire du stop. Si ça t'a pas calmé, c'est que ça a dû te plaire. Dans le viol, il faut toujours prouver qu'on n'était vraiment pas d'accord. La culpabilité penche toujours du côté de celle qui s'est fait mettre, plutôt que de celui qui a cogné. Pourquoi on n'entend jamais parler dans les faits divers de filles seules ou en bande qui arrachent des bites avec les dents pendant les agressions, ou qui retrouvent les agresseurs pour leur faire la peau ou leur mettre une trempe? Une entreprise politique ancestrale implacable apprend aux femmes à ne pas se défendre. Comme d'habitude, double contrainte, nous faire savoir qu'il n'y a rien de plus grave et en même temps qu'on ne doit ni se défendre ni se venger. C'est étonnant qu'à notre époque, alors que tout le monde se promène avec des mini-ordinateurs cellulaires en poche, téléphone, appareil photo, répertoire, musique, il n'existe aucun objet qu'on puisse se glisser dans la chatte quand on sort faire un tour dehors et qui déchiquetterait la queue du premier connard qui s'y glisse. Mais pourtant, le jour où les hommes auront peur de se faire lacérer la bite à coups de cutter quand ils serrent une fille de force, ils sauront brusquement mieux contrôler leur pulsion masculine et comprendre ce que non veut dire. J'aurais préféré cette nuit-là être capable de sortir de ce qu'on a inculqué à mon sexe et les égorger tous, un par un, plutôt que vivre en étant cette personne qui n'ose pas se défendre parce qu'elle est une femme, que la violence n'est pas son territoire et que l'intégrité physique du corps d'un homme est plus importante que celle d'une femme.
Pendant ce viol, j'avais dans la poche de mon teddy rouge et blanc un cran d'arrêt. Manche noir rutilant, mécanique impeccable. Lame fine, mais longue, astiquée, aiguisée, brillante. Cette nuit-là, il est resté planqué dans ma poche. Et la seule pensée que j'ai eue à propos de cette lame, c'était pourvu qu'il ne la trouve pas. Pourvu qu'il ne décide pas de jouer avec. Je n'ai même pas pensé à m'en servir. Du moment que j'ai compris ce qui nous arrivait, j'étais convaincue qu'ils étaient les plus forts. Une question de mental. Personne n'a envie de savoir à quel point il est lâche. Personne n'a envie de le savoir dans sa chair. Je suis pas furieuse contre moi de ne pas avoir osé en tuer un. Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force. Alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais pas me remettre. Mais je suis surtout folle de rage de ce qu'en face de 3 hommes, une carabine, piégée dans une forêt dont on ne pouvait s'échapper en courant, je me sente encore aujourd'hui coupable de ne pas avoir eu le courage de nous défendre avec un petit couteau. Post-viol, la seule attitude tolérée consiste à retourner la violence contre soi. Prendre 20 kilos, par exemple. Sortir du marché sexuel, puisqu'on a été abîmé. Se soustraire de soi-même au désir. Pute ou enlaidie, qu'elle sorte spontanément du vivier des épousables. Car le viol fabrique les meilleures putes. Une fois ouverte par effraction, elle garde parfois à fleur de peau une flétrissure que les hommes aiment, quelque chose de désespéré et de séduisant. Le viol est souvent initiatique. Il taille dans le vif pour faire la femme offerte qui ne se referme plus jamais tout à fait. Je suis sûre qu'il y a comme une odeur, quelque chose que les mâles repèrent et qui les excite davantage. On s'obstine à faire comme si le viol était extraordinaire, périphérique, en dehors de la sexualité, évitable alors qu'il est au contraire au centre, au cœur de nos sexualités. Le viol, c'est un programme politique précis. C'est la représentation crue et directe de l'exercice du pouvoir. Le viol, c'est l'organisation politique par laquelle un sexe déclare à l'autre « je prends tous les droits sur toi ». Derrière la toile du contrôle de la sexualité féminine, paraît le but premier du politique, former le caractère viril comme asocial, pulsionnel, brutal. On entend encore souvent dire, grâce aux putes, il y a moins de viols. Comme si les mâles ne pouvaient pas se retenir, qu'ils doivent se décharger quelque part. Si la testostérone faisait d'eux des animaux aux pulsions indomptables, ils tueraient aussi facilement qu'ils violent. C'est loin d'être le cas. Il y a ce fantasme du viol, ce fantasme sexuel. Si je veux vraiment parler de mon viol, il faut que je passe par ça. C'est un fantasme que j'ai depuis que je suis petite. On n'est pas toutes les mêmes, mais je ne suis pas la seule dans mon cas. Ces fantasmes de viol, d'être prise de force dans des conditions plus ou moins brutales, ne me viennent pas out of the blue. C'est un dispositif culturel précis qui prédestine les femmes à jouir de leur propre impuissance, c'est-à-dire à jouir contre leur gré, plutôt que comme des salopes qui aiment le sexe. Dans la morale judéo-chrétienne, mieux vaut être prise de force que prise pour une chienne. On nous l'a assez répété. Il y a une prédisposition féminine au masochisme. Elle ne vient pas de nos hormones, ni du temps des cavernes, mais d'un système culturel précis. Dans le cas du viol, elle pose le problème du sentiment de culpabilité, puisque je l'ai souvent fantasmé.
Je suis co-responsable de mon agression. Quand le garçon se retourne et déclare « Fini de rire » en me collant la première baigne, ça n'est pas la pénétration qui me terrorise, mais l'idée qu'ils vont nous tuer pour qu'ensuite on ne puisse pas parler, ni porter plainte, ni témoigner. À leur place, c'est ce que j'aurais fait. De la peur de la mort, je me souviens précisément, cette sensation blanche, une éternité, ne plus rien être. Déjà, plus rien. C'est la possibilité de la mort, la proximité de la mort, la soumission à la haine déshumanisée des autres qui rend cette nuit indélébile. J'y reviens tout le temps. Depuis 20 ans, chaque fois que je crois en avoir fini avec ça, j'y reviens. J'imagine toujours pouvoir un jour en finir avec ça. Liquider l'événement, le vider, l'épuiser. Impossible. Il est fondateur de ce que je suis en tant que femme qui n'en est plus tout à fait une. C'est en même temps ce qui me défigure et ce qui me constitue. Dormir dehors à 40 ans n'est interdit par aucune législation. La clochardisation est une dégradation tolérable. Le travail en est une autre. Mais demander de l'argent pour ce qui doit rester gratuit, ça ne se fait pas. Vendre du sexe, ça concerne tout le monde. Et les femmes respectables ont leur mot à dire. Des dames qui ont toujours été entretenues via le contrat marital, souvent des femmes divorcées, qui avaient obtenu des pensions dignes de ce nom, et qui, sans l'ombre d'un doute, m'expliquent à moi que la prostitution est en soi une chose mauvaise pour les femmes. Elles savent intuitivement que ce travail-là est plus dégradant qu'un autre. Intrinsèquement, non pas pratiqué dans des circonstances bien particulières, mais en soi. Échanger un service sexuel contre de l'argent, même dans de bonnes conditions, même de son plein gré, est une atteinte à la dignité de la femme. Preuve en est, si elles avaient le choix, les prostituées ne le feraient pas. Tu parles d'une rhétorique, comme si l'épileuse de chez Yves Rocher étalait de la cire et perçait des points noirs par pure vocation esthétique. La plupart des gens qui travaillent s'en passeraient s'ils le pouvaient, quelle blague. Difficile de ne pas penser que ce que les femmes respectables ne disent pas quand elles se préoccupent du sort des putes, c'est qu'au fond, elles en craignent la concurrence. En 91, l'idée de me prostituer m'est venue par le Minitel. Je travaille dans un supermarché au développement des photos en 1 heure. J'ai 22 ans. Je détestais travailler. J'étais déprimée du temps que ça me prenait, du peu que je gagnais, de la facilité avec laquelle je le dépensais. Je regardais les femmes plus vieilles que moi, toute une vie à bosser comme ça, pour gagner des SMIC à peine améliorés et à 50 balais se faire engueuler par le chef de rayon parce qu'on sort trop souvent pisser. Moi, après moi, je comprenais ce que ça voulait dire une vie d'honnête travailleuse. Et je voyais pas d'échappatoire possible. Faut déjà être contente d'avoir un job. 2 ans auparavant, quand j'étais surveillante sur des réseaux Minitel et que je voyais des hommes généreux qui proposaient 1000 francs pour une passe, je croyais à un piège qu'ils proposaient si cher pour attirer de profit chez eux, leur faire tout un tas d'horreurs avant de les jeter nus et ensanglantés dans le fossé le plus proche. À la longue, j'ai fini par admettre que des hommes payaient effectivement 1000 francs le rencard. Sur l'ordinateur avec lequel on facturait les pochettes photos, on pouvait aller sur Minitel. Je me connectais souvent. Il y a eu une conversation plus excitante qu'une autre avec un monsieur convaincant. Le premier rendez-vous que j'ai pris, c'était avec lui. Sa voix était chaude et excitante.
Je me disais que j'avais envie d'aller voir à quoi il ressemblait. Que je l'aurais fait gracieusement. Que ça m'affolait grave. J'y suis pas allée finalement. Je m'étais préparée, j'étais juste à côté, je me suis dégonflée au tout dernier moment. Trop peur. Trop loin de moi. Pas dans ma vie. Quelques jours plus tard, j'ai repris rendez-vous. Avec un autre homme, pas très sexy, celui-là. Juste un client. Un vrai. La première fois que je sors en jupe courte et en talons hauts, la révolution tient en quelques accessoires. Hein. Vous n'avez rien changé, mais quelque chose au dehors a bougé. Et puis rien n'est comme avant. Ni les femmes, ni les hommes. Une montée de puissance. J'ai tout de suite aimé l'impact que ça me donnait sur la population masculine, avec le côté exagéré. Limite grosse farce. J'étais jusqu'alors une meuf quasiment transparente, cheveux courts, basket sale. Je deviens brusquement une créature du vice. Trop classe. Entrer dans les magasins, dans le métro, traverser une rue, s'asseoir dans un bar, partout attirer des regards de la famille, être incroyablement présente. Il n'y a pas que les obsédés à qui ça fait cet effet-là. Ça intéresse presque tout le monde, une fille qui prend l'allure d'une pute. J'étais devenue un jouet géant. Moi qui m'étais toujours contrefoutu des trucs de filles, je me suis passionnée pour les talons aiguilles, la lingerie fine, les tailleurs. Je me souviens les premiers mois de ma propre perplexité quand je me voyais dans les vitrines. Ouais. C'est vrai que, voilà, quand je me voyais dans les vitrines, c'est vrai que ça n'était plus seulement moi, cette grande pute aux jambes allongées par les talons hauts. Ça m'a plu, dans un premier temps, de devenir cette autre femme-là, comme de faire un voyage sur place, mais dans une autre dimension. Je fais mon premier client à domicile. Un bonhomme, la soixantaine, qui fume des brunes à la chaîne et parle beaucoup pendant le sexe. Il semble seul. Je le trouve étonnamment gentil. Je ne sais pas si j'ai l'air gourde ou douce, ou au contraire trop imposante, ou si simplement j'ai eu de la chance, mais par la suite ça s'est confirmé. Les clients sont plutôt affables avec moi, attentifs, tendres, beaucoup plus que dans la vraie vie en fait. C'est pas leur agressivité qui est difficile à côtoyer, ni leur mépris, ni rien de ce qu'ils aiment, mais plutôt leur solitude, leur tristesse, leur peau blanche, leur timidité malheureuse, ce qu'ils montrent de failles sans phare, ce qu'ils montrent de leur faiblesse, leur vieillesse, leur envie de chair fraîche contre leur corps de vieux, leur gros bide, petite bite, fesses flasques ou dents trop jaunes. C'est leur fragilité qui rend le truc compliqué. Ceux qu'on peut mépriser ou haïr, finalement, sont ceux avec qui on peut le faire en restant bien fermé. Prendre le maximum de thunes, minimum de temps. Ne plus du tout y penser après coup. Mais dans ma petite expérience, les clients sont lourds d'humanité, de fragilité, de détresse. Et ça reste ensuite collé, comme un remords. Du coup, d'un point de vue physique, toucher la peau de l'autre, mettre la sienne à disposition, ouvrir ses cuisses, son ventre, son corps entier à l'odeur de l'étranger. L'écœurement corporel à surmonter ne me posait pas de problème, c'était affaire de charité, même tarifée. Ça se voyait tellement que c'était important pour le client, qu'on fasse semblant de ne pas être dégoûté de ses goûts ou surprise de ses tares physiques, que c'était valorisant de le faire finalement. Découvrir un monde entièrement neuf, où l'argent change de valeur, le monde des femmes qui jouent le jeu. Ce qu'on ramène en 40 heures de trim ingrate vous est offert pour moins de 2 heures.
Les hommes qui peuvent se le permettre aiment payer pour les femmes, c'est ce que j'ai compris. Certains clients aiment fréquenter les putes dans le rituel strict, argent liquide de la main à la main, scénario exact du rapport préalable. D'autres préfèrent que ça prenne plus la forme d'une liaison. Ils appellent ça libertinage et demandent qu'on amène des factures ou qu'on dise ce qu'on veut comme cadeau, concret. Une façon de jouer au papa, en fait. La plupart des femmes qui font ce travail refusent de témoigner à visage découvert, parce qu'elles savent que ça ne s'assume pas. Il faut garder le silence. Toujours la même mécanique. On n'a pas peur qu'elles n'y survivent pas. On a peur qu'elles viennent dire que ça n'est pas si terrifiant comme boulot. Je pense avoir fréquenté une 50aine de clients différents en 2 ans. Chaque fois que j'avais besoin d'argent liquide, j'allais sur Minitel. En 10 minutes de connexion, je relevais plusieurs numéros de téléphone d'hommes cherchant un rendez-vous le jour même. C'était souvent des types en déplacement professionnel. Si les clients étaient nombreux et vite satisfaits, c'est que nous étions nombreuses à proposer nos services. La prostitution occasionnelle n'a donc rien d'extraordinaire. Ce boulot qui peut se pratiquer dans le plus grand secret n'est jamais qu'un job bien payé pour une fille pas ou peu qualifiée. Le seul point commun que j'ai pu trouver entre toutes les filles que j'ai croisées, c'était bien sûr le manque d'argent, mais surtout qu'elles ne parlaient pas de ce qu'elles faisaient. Secret de femme. Ni aux amis, ni à la famille, ni aux petits copains ou au mari. Les gens aiment prendre des têtes d'incrédules quand on leur annonce qu'on a travaillé comme tapin, mais c'est comme pour le viol. Une vaste hypocrisie. Si un recensement était possible, on serait stupéfait de connaître le vrai chiffre des filles qui ont déjà vendu du sexe à des inconnus. Toute la première année, j'ai vraiment bien aimé ce travail. Parce que l'argent était plus facile qu'ailleurs, mais aussi parce que ça m'a permis d'expérimenter sans me poser de questions, en évitant toute considération morale, à peu près tout ce qui m'intriguait, m'excitait, ainsi que d'autres choses auxquelles j'aurais pas spontanément pensé, et que j'aurais pas toujours voulu qu'on me demande dans l'intimité, mais qui étaient intéressantes à pratiquer une fois. Quand on est une pute, on sait ce qu'on est venu faire et pour combien. Alors tant mieux si on peut prendre son pied et satisfaire de la curiosité. Dans un premier temps, tout le monde autour de moi me félicitait et se réjouissait de mon épanouissement. Une fille qui se féminise, ça occasionne plein de ravissements. C'est comme ça. La prostitution a été une étape cruciale, dans mon cas, de reconstruction après le viol. Une entreprise de dédommagement billet après billet de ce qui m'avait été pris par la brutalité. Ce que je pouvais vendre à chaque client, je l'avais donc gardé intact. Si je le vendais 10 fois de suite, c'est que ça ne se brisait pas à l'usage. Expérience m'a rendu les hommes sympathiques, moins impressionnants, attachants, et accessibles finalement aussi plus que ce que j'aurais cru. Ça a diminué mon agressivité à leur endroit, qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas très élevé. Ce qu'on veut m'empêcher d'être ou de faire me rend furieuse, parce qu'ils sont ou font. Arrêter est difficile. Revenir à des boulots payés normalement. Se lever le matin, devoir y passer tout son temps, bosser au SMIC. Il y a une comparaison possible entre la drogue dure et le tapin. Ça commence bien, sensation de pouvoir facile sur les hommes, sur l'argent, émotion forte, découverte d'un soi-même plus intéressant, débarrassé du doute. Seulement c'est un soulagement traître. Les effets secondaires sont pénibles. On continue en espérant retrouver les sensations du début, comme pour la cam. Et quand on cherche à arrêter, les complications sont comparables. On y retourne une fois, une seule, puis la semaine d'après. Et au moindre problème, on allume son Minitel pour une dernière fois. Je fais toujours pas la différence nette entre la prostitution et le travail salarié légal. Entre la prostitution et la séduction féminine. Entre la féminité telle que vendue dans les magazines et celle de la pute. La nuance m'échappe toujours. Et bien qu'elles ne donnent pas clairement leur tarif, j'ai l'impression d'avoir rencontré beaucoup de putes depuis. Beaucoup de femmes que le sexe n'intéresse pas, mais qui savent en tirer profit, qui couchent avec des hommes vieux, laids, chiants. Déprimants de conneries, mais puissants socialement, qui les épousent
et qui se battent pour obtenir le maximum d'argent au moment du divorce, qui trouvent normal d'être entretenus, emmenés en voyage, gâtés, et qui voient même ça comme une réussite. Nous ne sommes pas toutes issues des classes sociales supérieures. Nous ne sommes pas toutes entraînées pour tirer des hommes le maximum d'argent. Et là encore, certaines d'entre nous préfèrent l'argent qu'elles gagnent directement. L'argent. L'argent, c'est l'indépendance. Ce qui gêne la morale dans le sexe tarifé n'est pas que la femme n'y trouve pas de plaisir, mais bien qu'elle s'éloigne du foyer et gagne son propre argent. Quand on affirme que la prostitution est une violence faite aux femmes, on veut nous faire oublier que c'est le mariage qui est une violence faite aux femmes. Et d'une manière générale, les choses telles que nous les endurons. Je ne suis pas en train d'affirmer que dans n'importe quelle condition et pour n'importe quelle femme, ce type de travail est anodin. Mais quand on empêche les putes de travailler dans des conditions décentes, c'est évidemment aux femmes qu'on s'en prend, mais c'est aussi la sexualité des hommes qu'on contrôle. La sexualité masculine en elle-même ne constitue pas une violence sur les femmes, c'est le contrôle exercé sur nous qui est violent. Cette faculté de décider à notre place de ce qui est digne et ce qui ne l'est pas. Je veux du sexy. Savoir créer la jouissance, c'est tout un art. Voilà, je t'excite assez. Ouais, c'est bien. Et continue. Doucement. Voilà. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Titille-toi les nichons. Ils doivent ponder comme ma queue. Ouais, pincerait fort. Ouais. Combien de mètres de queue tu t'es enfilé aujourd'hui dans la chatte? Ça doit approcher le kilomètre, non? Laisse parler ta chatte toute seule. Allez, vas-y, je t'écoute. Raconte-moi comment elles étaient, toutes ces queues. Dis-moi tout, je veux tout savoir. T'en fais mouiller. C'était fantastique. Et pour ouvrir la danse que je te réserve à genoux, déloque-toi. On se demande quand même ce qui se joue de si crucial dans le porno qui confère au domaine du X un tel pouvoir blasphématoire. Qu'on nous montre une chatte épilée se faire pilonner par une grosse queue. Et nombre de nos contemporains serrent les fesses pour ne pas se signer. Ceux qui s'offusquent quand il s'agit d'interdire des caricatures religieuses ont les idées moins claires quand il s'agit de clitoris et de couilles. Une chose en ressort clairement, filmer le sexe n'est pas anodin. Censure et interdiction sont réclamées à corps et à cri par des militants effarés, comme si leur vie en dépendait. Cette attitude est objectivement surprenante. Est-ce qu'une levrette en gros plan menace la sûreté de l'État ? Le problème que pose le porno, c'est d'abord qu'il tape dans l'angle mort de la raison. Il s'adresse directement au centre des fantasmes, sans passer par la parole ou par la réflexion. D'abord, on bande ou on mouille. Ensuite, on peut se demander pourquoi. L'image porno ne nous laisse pas le choix. Voilà ce qui t'excite. Voilà ce qui te fait réagir. Elle nous fait savoir où il faut appuyer pour nous déclencher, c'est là sa force majeure, sa dimension quasi mystique. Ce qui est excitant est souvent embarrassant socialement. Rares sont celles et ceux qui ont envie d'exprimer en plein jour ce qui les fait grimper au rideau dans le privé. On n'a même pas forcément envie d'en parler avec nos partenaires. Nos fantaisies sexuelles parlent de nous à la façon détournée des rêves. Ce qui nous excite ou pas provient de zones incontrôlées, obscures, et rarement en accord avec ce qu'on désire être consciemment. J'en sais rien, moi, de pourquoi c'est tellement excitant de regarder d'autres gens baiser en se disant des saloperies. Mais le fait est que ça marche. Mécanique. Le désir sexuel est une mécanique. Alt-porn, SM, post-porn, film trans, gangbang, gay, gonzo, lesbien, fétichisme, éjaculation auriculaire, bandage, triple fist fucking, uroscato, femme mûre, hermaphrodite, à grosse poitrine, autostoppeuse, à petits pieds, à jolies fesses, étudiante, forêt, japonaise, douche, taille, examen gynécologique, lorette, fait à la maison, milf, mother I'd like to fuck, papa, fille, anal, baise anal,
Gorge profonde. Vénérer la bite. Éjaculation faciale. Éjac dos. Éjac fesse. Éjac poil. Éjac pied. Écolière. Alors, ce qui écrit réellement l'histoire du X, ce qui l'invente, ce qui lui en donne sa définition, c'est la censure. En France, les chaînes du câble définissent ce qui est possible ou pas de montrer. Alors, pas de scène de violence. Les amis, mes petits amis chéris, simplet, prof, je chauffe, je suis perdue dans ce bois, je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi, oh, je tombe, oh, mais qui êtes-vous? Une grosse corne? Mon Dieu, oh. Ouais, c'est pas tes petits nains, ma petite salope, c'est un troupeau qui va te passer dans le cul. Ah, pas de soumission. Je suis une crotte. Tu es mieux que ça. Je suis une chiasse. Tu es mieux que ça. Je suis la chiasse de Jordan Bardella. Ouais. Est également interdit l'usage d'objets. God ceinture. Salut Jean-Claude. Salut Michel. Tu prends un pastis, non, un petit blanc, c'est mieux. Il est pas là, Michel? Bah non, Ah, salut les gars. Je suis en retard, j'avais une partouze de Vésinet, mon vieux. Ils étaient déchaînés. Salut. Pas de porno lesbien. Marie-Claude, il chauffe à fond ton four, non? Il fait hyper chaud. Je peux t'aider? Tu mets du mascarpone dans ta quiche? Ouais, mets-moi du mascarpone dans la quiche. Oh la vache. Oh oui, Marie-Claude, qu'est-ce qui nous arrive? Oh, Bérangère. Oh, ah. Pas d'image d'homme se faisant mettre. Oh, c'est bon. Oh, j'arrive. Suce-la moi. Eh, dis donc, Spider-Man, est-ce que ta bite, elle a aussi des super pouvoirs? Vas-y, essaye. Oh ouais, tous ensemble, ouais. Sous couvert de protéger la dignité des femmes. Les femmes. On voit pas bien en quoi leur dignité serait spécialement attaquée par l'usage d'un god ceinture. Non, elle a bon dos la dignité de la femme, chaque fois qu'il s'agit de limiter l'expression sexuelle. Les conditions dans lesquelles travaillent les actrices, les contrats aberrants qu'elles signent, l'impossibilité qu'elles ont de contrôler leur image ou même d'être rétribuées quand on s'en sert. Cette dimension de leur dignité n'intéresse pas les censeurs. Il y a une dignité qui les préoccupe et une autre dont tout le monde se fout. Mais le porno se fait avec de la chair humaine, de la chair d'actrice. Et au final, il ne pose qu'un seul problème moral. L'agressivité avec laquelle on traite les hardeuses. On parle ici de filles qui décident d'exercer ce métier lorsqu'elles ont entre 18 et 20 ans. Les hommes d'âge mûr n'ont pas honte d'entrer en séduction avec des filles à peine sorties de l'enfance. Ils trouvent normal de se tripoter la nouille en regardant des culs à peine pubères. C'est leur problème d'adulte. Ça les regarde. Ils devraient en assumer les conséquences. Par exemple, en étant particulièrement attentifs et bienveillants avec les très jeunes filles qui acceptent de satisfaire leurs appétits. Eh bien, pas du tout. Ils sont furieux de ce qu'elles aient pris la liberté de faire exactement ce qu'ils désiraient voir. Toute l'élégance et la cohérence masculine résumées en une attitude « Donne-moi ce que je veux, que je puisse ensuite te cracher à la gueule ». Les filles qui touchent au sexe tarifé doivent être publiquement punies. Elles ont transgressé. N'ont joué ni le rôle de la bonne mère, ni celui de la bonne épouse, encore moins celui de la femme respectable. On ne peut guère s'en affranchir plus radicalement qu'en tournant un film porno. La hardeuse, c'est l'affranchie, la femme fatale, celle qui attire tous les regards. Si, comme il l'affirme, rien n'est plus beau pour une femme que de faire rêver les hommes, pourquoi s'obstiner à plaindre les hardeuses? Quel tabou est ici transgressé qui vaille à cette mobilisation fiévreuse? La réponse me semble simple. Dans les films, la hardeuse a une sexualité d'homme. Telle que mise en scène dans les films, elle veut du sexe avec n'importe qui. Elle en veut par tous les trous et elle en jouit à tous les coups. Comme un homme s'il avait un corps de femme. Et le désir féminin est soumis à la même distorsion. Il doit passer par le regard masculin. Les hommes sont ceux par qui la femme doit jouir. La masturbation féminine continue d'être méprisable. Annexe. Il suffit d'en parler autour de soi. Je sais pas ce que vous faites de votre temps libre, toutes,
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous ne vous masturbez pas, vous risquez pas de vous sentir concerné par les films porno qui ne sont pas à vocation variable. Un film de cul, c'est fait pour se branler. Moi, je sais bien que ce que font les filles toutes seules avec leur clitoris ne me regarde pas. Mais cette indifférence à la masturbation me trouble. Quel contact établit-on avec soi-même quand son propre sexe est systématiquement annexé par un autre? Nous voulons être des femmes convenables. Si le fantasme paraît comme trouble, impur, méprisable, nous le refoulons. Petite fille modèle, ange du foyer, bonne mère, construite pour le bien-être d'autrui, pas pour sonder nos profondeurs. Nous sommes formatés pour éviter le contact avec notre propre sauvagerie. D'abord convenir, d'abord penser à la satisfaction de l'autre. Tant pis pour tout ce qu'il faut faire taire de nous. Le désir féminin est passé sous silence. Les hommes ne veulent pas en entendre parler. Le désir, c'est leur domaine, exclusivement. Toutes les valeurs traditionnelles visent à assigner chaque sexe à son rôle. Au final, tout s'asservit. Nos sexualités confisquées, fliquées, normées. Un metteur en scène, mégalomane et menteur. Un homme de cinéma embarque une femme blonde sur un bateau. Elle est la seule femme à bord. L'île qui les intéresse s'appelle Skull Island. Elle n'existe pas sur les cartes, car nul n'en est jamais revenu. Ce King Kong n'a ni bite, ni couille, ni sein. Il n'est ni mâle ni femelle. Il est juste, poilu et noir. Entre Kong et la blonde, il n'y a pas de scène de séduction érotique. La belle et la bête s'apprivoisent et se protègent, sont sensuellement tendres l'une avec l'autre, mais de façon non sexuée. King Kong, ici, fonctionne comme la métaphore d'une sexualité d'avant la distinction des genres. King Kong est au-delà de la femelle et au-delà du mâle. Il est à la charnière entre l'homme et l'animal. L'adulte et l'enfant. Le primitif et le civilisé. Le blanc et le noir. Hybride. Avant l'obligation du binaire. L'île de ce film offre la possibilité d'une sexualité polymorphe et hyper puissante, ce que le cinéma veut capturer, exhiber, dénaturer, puis exterminer. Au ralenti, gros plan sur les yeux de la blonde, quand elle comprend qu'elle a été utilisée,
Elle n'a servi qu'à capturer l'animal. L'animal. King Kong est enchaîné, exhibé dans New York. Il faut qu'elle terrorise les foules, mais que les chaînes soient solides, que les masses puissent être domptées en retour, comme dans la pornographie. On veut toucher le bestial de près, frémir, mais on ne veut pas de dégâts collatéraux. Il y aura des dégâts, car la bête échappe au montreur, comme dans le spectacle. Violence et sexe ne sont pas domesticables. Dans la ville, King Kong écrase tout sur son passage. La civilisation qu'on voyait se construire au début du film se détruit en très peu de temps. Cette force qu'on a voulu ni apprivoiser, ni respecter, ni laisser là où elle était, est trop grande pour la ville. Avec une grande tranquillité, la bête cherche sa blonde. Il n'y a pas ici de séduction érotique, mais un rapport sensuel, évident, ludique, où la force ne fixe pas de domination. King Kong ou le chaos d'avant les genres. Puis les hommes en uniforme interviennent pour tuer la bête. C'est leur nombre qui permet d'abattre la bête et de laisser la blonde seule, prête à épouser le héros. Elle se met sous la protection du plus fort, du plus désirant, du plus adapté. Elle est coupée de sa puissance fondamentale. C'est notre monde moderne. Quand j'arrive à Paris en 93, de la féminité, je n'ai que quelques accessoires qui ont une utilité professionnelle. Dès l'instant que je renonce à faire des clients, je retrouve anorak, jean, chaussures plates, très peu de maquillage. Pourquoi vous enlaidissez-vous à ce point? Je le trouve chier de me demander ça. Avez-vous peur d'être laide? Vous avez pourtant de beaux yeux. Je comprends même pas de quoi il me parle. Il se trouve peut-être sexy, lui, avec son costard pourri et ses 4 cheveux de rap sur le caillou. Vous êtes plus jolie que vous ne le croyez. Qu'est-ce que c'est que cette vie que vous menez? Être jolie? À quoi ça me servirait, vu que je ne me sens pas douée pour ça? Je me coupe les cheveux super courts. On m'appelle monsieur dans les boulangeries au tabac. Ça me fait ni chaud ni froid. Arrête de fumer ta clope comme un mec. Ça me va très bien comme ça. Ils sont nombreux à savoir distinguer ce qui se fait de ce qui ne se fait pas quand on est une fille dans la ville. On ne décrit pas un auteur homme comme on le fait pour une femme. Personne n'a éprouvé le besoin d'écrire que Houellebecq était beau. S'il avait été une femme et qu'autant d'hommes aimaient ses livres, ils auraient écrit qu'il était beau. Ou pas. Mais on aurait connu leurs sentiments sur la question. On aurait cherché dans 9 articles sur 10 à lui régler son compte, à expliquer dans le détail ce qui faisait que cet homme était aussi malheureux sexuellement. On se serait foutu de lui au passage. Non mais t'as vu ta gueule? On aurait été extraordinairement violent avec lui si en tant que femme, il avait dit du sexe et de l'amour avec les hommes ce que lui dit du sexe et de l'amour avec les femmes. Ne pas aimer les femmes chez un homme, c'est une attitude. Ne pas aimer les hommes chez une femme, c'est une pathologie. Une femme qui ne serait pas très séduisante et qui viendrait se plaindre que les hommes sont infoutus de bien la faire jouir. On en entendrait parler de son physique. Et de sa vie familiale. Dans les détails les plus sordides. Et de ses problèmes. Et de ses complexes.
C'est pas par hasard si toutes les bonnes femmes, ou presque, passées un certain âge, aspirent surtout à ne pas trop faire de vagues. Qu'on ne vienne pas nous raconter que c'est une question de nature ou de caractère. Qu'on n'aime pas provoquer et que nous, notre truc, c'est plutôt la maison et les enfants. Il faut voir ce qu'on prend dès qu'on dit un peu quelque chose. Il n'y a pas pire qu'être une femme jugée par les mecs. Quel avantage tirons-nous de notre situation qui vaille qu'on collabore si activement? Pourquoi apprendre aux petites la docilité, la coquetterie, la sournoiserie, quand on fait savoir aux garçons qu'ils sont là pour exiger, que le monde est fait pour eux, qu'ils sont là pour décider, pour choisir? Qu'y a-t-il de si bénéfique pour les femmes dans cette façon dont les choses se passent, qui vaille qu'on y aille si doucement dans les coups que nous portons? C'est que celles d'entre nous qui occupent les meilleures places sont celles qui ont fait alliance avec les plus puissants. Les femmes qu'on entend s'exprimer sont celles qui savent faire avec eux. Et de préférence, celles qui pensent le féminisme comme une cause secondaire, de luxe. Celles qui ne vont pas prendre la tête avec ça. Et plutôt les plus présentables, puisque notre qualité première reste d'être agréable. Les femmes de pouvoir sont les alliés des hommes. Les autres, les moches, les furieuses, les fortes têtes, sont asphyxiées, écartées, annulées. Toutes les bonnes femmes qu'on voit se sentent obligées de jouer un petit décolleté, une paire de boucles d'oreilles, les cheveux bien coiffés, preuve de féminité, gage de docilité. Il faudrait vous réconcilier avec votre féminité. Ouais, j'ai pas d'enfant. Pas maternité, féminité. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Ma féminité. Sincèrement. La féminité, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis plutôt timide, en retrait. Alors bien sûr, des fois je craque et je pars en vrille de façon pas très féminine, je confirme. Mais souvent très efficace, comme par hasard. Féminité. Est-ce qu'il s'agit d'être moins impressionnante, plus rassurante, plus abordable peut-être? Bon, ça va être difficile. Après plusieurs années de bonne, loyale et sincère investigation, j'en ai quand même déduit que la féminité, c'est la putasserie. L'art de la servilité. On peut appeler ça séduction et en faire un machin glamour. Massivement, c'est juste prendre l'habitude de se comporter en inférieur. Entrer dans une pièce, regarder s'il y a des hommes, vouloir leur plaire. Ne pas parler trop fort. Ne pas s'exprimer sur un ton catégorique. Ne pas s'asseoir en écartant les jambes pour être bien assise. Ne pas s'exprimer sur un ton autoritaire. Ne pas parler d'argent. Ne pas vouloir prendre le pouvoir. Ne pas vouloir occuper un poste d'autorité. Ne pas chercher le prestige. Ne pas rire trop fort. Ne pas être soi-même trop marrante. Entrer dans une pièce, regarder s'il y a des hommes, vouloir leur plaire. Ne pas parler trop fort. Ne pas s'asseoir en écartant Pas s'asseoir en écartant les jambes, pour être bien assise. Pas trop fort. Ne pas parler rire d'argent. trop fort. Ne pas vouloir prendre le Ne pas pouvoir. être soi-même trop marrante. Ne pas parler d'argent. Ne pas. L'air aux hommes est un art compliqué qui demande qu'on gomme tout ce qui relève du domaine de la puissance. Être complexé, voilà qui est féminin. Effacé, bien écouté, ne pas trop briller intellectuellement. Bavarder est féminin. Tout ce qui ne laisse pas de traces, ce qui est domestique, se refait tous les jours, ne porte pas de nom. Pas les grands discours, pas les grands livres, pas les grandes choses, les petites choses. Mignonnes, féminines, mais boire, viril, avoir des potes, viril, faire le pitre, viril, gagner plein de thunes, Viril. avoir une grosse voiture, Viril. se tenir n'importe comment, Viril. ricaner en fumant des joints, Viril. avoir l'esprit de compétition, Viril. être agressif, Viril. vouloir baiser avec plein de monde, Viril. répondre avec brutalité à quelque chose qui vous menace, Viril. ne pas prendre le temps de s'arranger le matin, Viril. porter des fringues parce qu'elles sont pratiques, Viril. Mais boire, avoir des potes, faire le Boire. pitre, Boire. gagner plein Avoir de des thunes, potes. faire une grosse voiture, se tenir n'importe comment, Viril. ricaner en fumant des joints, Viril. vouloir baiser avec compétition,
Être agressif, avoir plaisir avec plein de monde. Ça, c'est viril. Viril. C'est viril. Gagner plein de thunes. Une grosse voiture. La compétition. Ça, c'est viril. Je ne dis pas qu'être une femme est en soi une contrainte pénible. Il y en a qui font ça très bien. C'est l'obligation qui est dégradante. On s'imagine tranquille que les filles naissent dans des sortes de roses virtuelles et qu'elles devraient devenir des créatures douces et paisibles, même plongées dans un milieu hostile où il vaut mieux savoir jouer du coup de boule pour exister un minimum. Les femmes devraient s'occuper de jolies choses, en arrosant des fleurs et en chantonnant tout doucement. Cette féminité n'aurait pas de race, pas de classe, ne serait pas construite politiquement. On croit que si on laisse les femmes être ce qu'elles doivent être naturellement, de la manière poétique la plus admirable, elles deviennent des bourgeoises blanches, bien comme il faut. Ce n'est pas seulement ma nature profonde dans ce qu'elle avait de différent, de brutal, d'agressif, de puissant, que j'ai commencé à mater. C'est aussi ma classe sociale que j'ai appris à renier. Ça n'a pas été une décision consciente, plutôt un calcul de survie sociale. Limiter les mouvements physiquement, préférer les gestes doux, ralentir l'addiction. Privilégier ce qui ne fait pas peur. Devenir blonde, refaire mes dents, me mettre en couple avec un homme plus vieux, plus riche, plus connu, vouloir un enfant, faire comme ils font. J'ai vraiment fait de mon mieux pour passer inaperçu. C'était un affaiblissement consenti. Mais on a la vie qu'on doit avoir, car tout ça ne marche pas très fort pour moi. Je ne suis pas douce, je ne suis pas aimable. J'ai des montées d'hormones qui me font comme des fulgurances d'agressivité. Le monstre en moi ne lâche pas l'affaire. Ma puissance ne reposera jamais sur l'inféodation de l'autre moitié de l'humanité. Un être humain sur deux n'a pas été mis au monde pour m'obéir. S'occuper de mon intérieur, élever mes enfants, me plaire, me distraire, me rassurer sur la puissance de mon intelligence, me procurer le repos après la bataille, s'appliquer à bien me nourrir, tant mieux. Et moi, je suis de ce sexe-là, celui qui doit se taire, qu'on fait taire. Qu'on ne vienne pas me raconter que les choses ont tant évolué qu'on est passé à autre chose. Pas à moi. Puisque ça m'est imposé, je fais avec. Je le fais avec colère, sans humour. Même si je baisse la tête et entends tout ce que je veux pas entendre et me tais parce que j'ai pas d'alternative. J'ai pas l'intention de m'excuser de ce qui m'est imposé, ni de prétendre trouver ça formidable. Allez tous vous faire enculer avec votre condescendance à notre endroit, vos singeries de force garanties par le collectif, de protection ponctuelle, ou vos manipulations de victimes pour qui l'émancipation féminine serait difficile à supporter. Ce qui est difficile, c'est encore d'être une femme et d'endurer toutes vos conneries. Vouloir être un homme? Je m'en fous. Mais bien sûr que je veux tout. Comme un homme dans un monde d'hommes. Je veux défier la loi, frontalement, pas de biais, pas en m'excusant. Je veux obtenir plus que ce qui m'était promis au départ. Je ne veux pas qu'on me fasse taire. Je ne veux pas qu'on m'explique ce que je peux faire. Je ne veux pas fuir le conflit pour ne pas dévoiler ma force et risquer de perdre ma féminité. Comment explique-t-on qu'en 30 ans, aucun homme n'a produit le moindre texte novateur concernant la masculinité? Eux qui sont si bavards et si compétents, pourquoi ce silence sur ce qui les concerne? Ils veulent qu'on parle d'eux, à notre tour peut-être. Par exemple, ils veulent s'entendre dire à quoi ça ressemble, vu de l'extérieur, leur viol collectif. On dirait qu'ils ont envie de se voir baiser, se regarder les bites les uns les autres, être ensemble en train de bander. On dirait qu'ils ont envie de se la mettre. On dirait que ce dont ils ont vraiment envie, c'est de baiser les uns avec les autres. Les hommes aiment les hommes. Ils s'aiment entre eux. Ils se baisent à travers les femmes. Ils se regardent au cinéma, se donnent les beaux rôles. Ils se trouvent puissants, fanfaronnent, n'en reviennent pas d'être aussi beaux, forts et courageux. Ils écrivent les uns pour les autres, ils se congratulent, ils se soutiennent. Ils ont raison. Mais à force de les entendre se plaindre que les femmes ne baissent pas assez,
n'aiment pas le sexe comme il faudrait, ne comprennent jamais rien. On peut pas s'empêcher de se demander, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour s'enculer? Bah, allez-y. Si ça peut vous rendre plus souriant, c'est que c'est bien. Mais parmi les choses qu'on leur a correctement inculquées, il y a la peur d'être pédé, l'obligation d'aimer les femmes. Alors ils filent droit, ils renaclent, mais obéissent. Au passage, ils torgnolent une fille ou deux, furieux de devoir faire avec. Il y a eu une révolution féministe, mais rien, pour l'instant, concernant la masculinité. On ne sait pas exactement ce qu'ils craignent si les archétypes s'effondrent. Les putes sont des individus lambda. Les mères ne sont intrinsèquement ni bonnes, ni courageuses, ni aimantes. Pareil pour les pères. Ça dépend des gens, des situations, des moments. De quelle autonomie les hommes ont-ils si peur qu'ils continuent de se taire et de ne rien inventer? À quand l'émancipation masculine? Kurt Cobain, Louise Michel, Cantona, Camille Paglia, Niki de Saint-Phal, Catherine Breillat, Angela Davis, James Baldwin, Marguerite Duras, le juge Édouard Durand. Question d'attitude, de courage, d'insoumission. Il y a une forme de force qui n'est ni masculine ni féminine, qui impressionne, affole, rassure, une faculté de dire non, d'imposer ses vues, de ne pas se dérober. Bien sûr que c'est pénible d'être une femme, mais à côté de ce que c'est que d'être un homme, ça ressemble à une rigolade. Car finalement, nous ne sommes pas les plus terrorisés, ni les plus désarmés, ni les plus entravés. Le sexe de l'endurance, du courage, de la résistance, a toujours été le nôtre, pas qu'on ait eu le choix, de toute façon. Le vrai courage, vouloir ce qui est neuf, possible, meilleur. Le féminisme est une aventure collective, pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution bien en marche, une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air